votre fidélité, 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Le nombre de victimes enregistrées à l'issue des voyages clandestins affole les compteurs. Au Sénégal, quasiment toutes les régions à proximité du littoral sont devenues des zones de départ. À 43 jeunes ont disparu en mer après une panne de leur embarcation. Sans nourriture ni provision, ils sont morts de faim. Leurs familles témoignent dans ce journal. En Espagne, les autorités sont débordées face à l'ampleur du phénomène. Des barques de fortune avec à bord des centaines de migrants accostent tous les jours à Las Palmas. Nos reporters nous décrivent le calvaire de milliers de femmes et d'enfants. 2 semaines après un accident tragique survenu à Tasset, la rédaction nous donne des nouvelles des familles des victimes. 3 au total, toutes étudiantes au lycée de Tasset. Sur place, le moral de leurs proches et de leurs camarades de classe est au plus bas. La direction générale des élections persiste et signe malgré l'injonction de la Sénat. Le mandataire d'Ousmane Sonko est encore rentré bredouille ce jeudi de l'institution qui a tout simplement refusé de lui remettre les fiches de parrainage de son candidat. Aïb Dafé parle d'une attitude partisane de la part des autorités de la DGE. Le haut commandement de la gendarmerie doté d'un nouvel état-major. L'infrastructure a été inaugurée en présence du chef suprême des armées. Macky Sall a tressé des lauriers aux forces de défense et de sécurité. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec l'immigration clandestine et son lot de victimes. À Karang, une commune frontalière à la Gambie, la mort de 3 jeunes à l'issue d'un voyage irrégulier et sur toutes les lèvres. Selon les témoignages, ces jeunes sont morts de faim après que leur pirogue est tombée en panne. Karang, une localité où les opportunités de travail sont très réduites et les candidats au voyage irrégulier de plus en plus nombreux. Le point, c'est avec Aminata Goudjabi. Idrissa, Ousseinou, Sana, 3 jeunes, tous la vingtaine, ont eu une fin triste. Ils ont péri ensemble en voulant joindre l'Espagne par la mer. À Karang, la commune d'où ils sont originaires, la nouvelle de leur décès a affligé tout le monde. Aujourd'hui, nous avons un sentiment de tristesse, de surprise, de douleur, de consternation qui règne chez nous, mais qui règne chez tout individu, tout habitant et habitante de la commune de Karang-Pousse. Bon, jusque-là, nous ignorons les conditions dans lesquelles les jeunes sont morts. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils voulaient rejoindre l'Europe par voie maritime et qu'ils ont perdu la vie en cours de route. Dans leurs familles respectives, c'est la tristesse et le désespoir. Les circonstances de la mort de ces jeunes sont insoutenables. Évidemment, les familles sont présentement dans le choc, totalement abattues, désespérées, perdues, avec un moral à zéro. Toute la population de Karang-Pousse est attristée. Nous présentons toutes nos sincères condoléances aux familles, à la population de Karang-Pousse et à toute la population sénégalaise. Merci. Karang-Poste, comme d'autres localités de la région de Fatick, est fortement touchée par l'immigration clandestine. L'État a fait des efforts pour maintenir les jeunes au pays, selon le maire de Karang, mais il y a urgence à remédier à cette recrudescence de départ des jeunes vers l'Espagne, dans ces conditions dangereuses. Les 3 jeunes décédés sur le chemin de l'Espagne représentaient un espoir pour leur famille. Ils étaient menuisiers, élèves ou encore étudiants. La famille de Pape Ibrahim Gueye, alias Papito Kara, encore sous le choc après l'annonce de sa disparition en mer. Jeune militant du parti Pastef, Papito Kara avait écopé d'une peine de 6 mois pour avoir diffusé de fausses nouvelles. Libéré en janvier 2023, il tentera la semaine dernière de rejoindre les côtes espagnoles, un voyage incertain au cours duquel il rendra l'âme en pleine mer. Nos reporters ont interrogé sa sœur sur les raisons de son voyage. D'après Sokhna Dialé Gueye, depuis sa sortie de prison, Papito ne se voyait plus vivre au Sénégal. Nous l'écoutons au micro de Pape Balagay et Talassane.
Papito était mon petit frère, un homme digne, respectueux et travailleur. Récemment, il a ouvert une boutique dans le quartier pour mieux être au service de sa famille. Ce n'est qu'hier que nous avons défoncé la porte du magasin quand nous avons appris la nouvelle. Il est parti à l'aventure pour nous mettre à l'aise. Ce que je regrette, c'est qu'il est parti sans me dire au revoir. Moi qui vous parle, c'est mon petit frère qui m'a informé de sa disparition. C'est une douloureuse nouvelle, mais je suis rassurée parce que les témoignages sont unanimes sur sa personne. Il respectait tout le monde et n'hésitait pas à rendre service. C'est une grosse perte pour toute la famille. Et jamais auparavant, les îles Canaries n'avaient enregistré autant de migrants en provenance du Sénégal. Les autorités espagnoles qui ont commencé le rapatriement sont dépassées par les événements. Constat de notre consoeur Marie-Louise Ndiaye en mission à Las Palmas. Elle nous raconte le calvaire des migrants sénégalais, parmi eux des milliers de femmes et d'enfants. Nous l'écoutons au micro de Chérif Dia. La situation actuelle dans les îles Canaries est, on peut le dire, très alarmante et ça préoccupe énormément les autorités espagnoles et tous ces acteurs qui travaillent dans ce domaine. Et je pense que les Sénégalais ne sont même pas trop conscients de ce qui se passe là-bas ou bien ils ne pesent pas trop l'ampleur des dégâts qui ont là-bas. Et d'ailleurs, là-bas en Espagne, dans les îles, les autorités et les gens te demandent, ils te disent qu'est-ce qui se passe chez vous pour que les gens quittent comme ça en masse pour venir en pirogue. Parce que c'est vrai que les Sénégalais ont longtemps eu à prendre la pirogue pour rallier l'Espagne ou bien l'Italie, mais le boom que l'on remarque aujourd'hui est inédit. C'est une première et je pense que ça, tout le monde en a parlé, c'est inédit. Et d'ailleurs, les chiffres que l'on donne actuellement, on te dit que 90% des migrants qui viennent dans les îles sont des Sénégalais. Et il y a seulement une pirogue de 236 personnes est arrivée, à majorité composée de Sénégalais. Je pense que de la même manière que les autorités espagnoles essaient de trouver des solutions à ce problème, nos autorités aussi devraient, je ne dis pas qu'ils ne le font pas, mais encore faire beaucoup plus d'efforts pour pouvoir trouver une solution ensemble parce que ici, là, en Espagne, les gens sont dépassés par la situation, ils ne savent pas quoi faire. Et bien évidemment, face à ce phénomène, l'Union européenne affiche sa peine et sa désolation. L'ambassadeur de l'Union à Dakar, son Excellence Jean-Marc Pisani, regrette les nombreux migrants morts en mer en tentant de rallier les côtes européennes. Nous l'écoutons. D'abord, une pensée tragique, une pensée émue pour les événements tragiques qui se passent en mer liés à l'immigration irrégulière. Et ensuite, une note d'espoir, parce que tous les efforts qui sont consentis en matière de formation professionnelle pour la jeunesse, en matière d'identification de débouchés, en matière d'emploi, que ce soit dans les zones rurales ou dans les zones urbaines, sont à mettre à l'actif du Sénégal. Il faut réussir ici. Ça serait mon message. Retour à présent sur ce tragique accident survenu dans la région de Tasset, dans la région de Thiès plutôt, à Tasset plus précisément. 3 jeunes filles qui revenaient du lycée y ont perdu la vie. 2 semaines après le drame, nos reporters sont retournés sur les lieux pour s'enquérir de l'état des blessés, mais aussi de l'état psychologique des familles et de leurs camarades de lycée. Reportage signé Abdoulaye Diop. C'est ici qu'a eu lieu un accident de la route le 17 octobre dernier. Le chef du village de Tasset-Peul nous relate les événements de ce drame qui a coûté la vie à 3 jeunes filles. L'une d'entre elles a été coincée sous cet arbre et les habitants les plus proches sont venus à leur secours. On a déplacé l'autre sous cet arbre, tandis que les autres sont décédés sur le champ. Nous nous sommes débrouillés pour les sauver avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Il s'agit d'Aïssatou Mbaïka, d'Aïssatou Yoroka et de Kolekar. 2 survivantes ont été recensées, à savoir Fatouka et Mariamaba. Ces jeunes filles avaient quitté l'école pour rentrer chez elles à Tasset. Nous nous rendons là-bas chez le chef du village, qui est également le père de Koleka.
La mère de cette dernière se souvient des derniers moments qu'elle a partagés avec sa fille. Elle m'a dit, maman, je vais à l'école. Ensuite, elle est venue et m'a dit à nouveau, maman, j'y vais. Je lui réponds, d'accord. Vers 14h, une personne est venue me dire, vous avez des enfants à l'école. Je lui dis oui. Il m'a dit, 3 filles sont décédées dans un accident. Je suis partie et j'ai trouvé ma fille. Je voulais la regarder, mais on me l'a interdit. L'une des rescapées, Fatou, réside dans la même maison et se trouve actuellement en convalescence. J'ai levé les yeux et subitement, j'ai vu le tracteur arriver. On n'a pas eu le temps de réagir. Je ne savais pas ce qui s'est passé. Dans cette école, les cours ont repris maintenant, mais la classe de 5e B est toujours sous le choc. Ça nous a tellement marqué. On se souvient toujours de leurs images. Il n'y a plus d'ambiance dans la classe. C'est vraiment dur. Elles étaient toutes nos amies. Ce jour-là, on s'amusait à la pause. C'est difficile de perdre quelqu'un que tu vois tous les jours. On était tout le temps ensemble. Tout comme ses camarades de classe, la grand-mère d'Aïssatou se souvient d'une élève passionnée par les études. Voici ses cahiers. Elle était très studieuse. Elle aimait les études. Tous témoignent de leur amour pour l'éducation, à l'instar de la mère d'Aïssatou Yoroka, qui considère sa fille comme l'une des meilleures de sa classe. Elle était très intelligente, toujours classée première ou deuxième de sa classe. Tasset est aujourd'hui en deuil à la suite de cet accident, car pour ses habitants, le village a perdu des jeunes filles dévouées à l'éducation. La direction générale des élections oppose encore un niet catégorique au mandataire d'Ousmane Sonko concernant les fiches de parrainage malgré l'injonction de la Sénat. Devant les locaux de l'institution cet après-midi, Ayib Daffé parle de non-respect des droits de son candidat. Pour lui, la démarche de la DGE n'est ni plus ni moins qu'une attitude partisane. Compte rendu signé Fatima Touré et Alioune Diagne. La direction générale des élections, une fois de plus, a opposé cet après-midi une fin de non-recevoir au mandataire d'Ousmane Sonko, malgré l'injonction de la Sénat. Dans tous ces états, Ayib Daffé dénonce cette attitude de l'administration électorale et parle de manque de neutralité et d'impartialité. La DGE est dans la rébellion, la DGE est dans la défiance, la DGE est dans une attitude infantile. L'argument qu'ils nous ont avancé sont des arguments légers, sont des arguments insuffisants, fallacieux et sans motif, puisqu'ils disent qu'ils s'en tiennent à leur communiqué du 30 octobre. Et vous avez lu avec nous le communiqué, et c'est un communiqué vide de contenu, vide de sens, un communiqué qui n'est pas digne d'une administration de la trame de la DGE. Devant ce niet catégorique de la DGE, Ayib Daffé demande à la Sénat de réagir face à ce qu'il appelle une injustice flagrante. Nous avons saisi la Sénat pour qu'elle se substitue à la Direction générale des élections. Nous avons demandé également que la DAF fasse son travail de réintégrer Ousmane Sonko dans le fichier électoral en rapport avec la DGE. Parallèlement à cela, nous allons mener le combat politique pour que, au niveau du Conseil constitutionnel, en tout cas, on a demandé à ce que le Conseil constitutionnel tienne compte des conséquences dommageables des manœuvres dilatoires de l'administration et du ministère de l'Intérieur, qui est dans une attitude rebelle, et qu'elle tienne compte de ça dans le délai qui sera accordé au président Ousmane Sonko. Il déclare que les militants de l'ex-parti PASTEF sont plus que déterminés à porter leur candidat à la magistrature suprême. Les militants sont prêts et déterminés et engagés à parrainer le candidat Ousmane Sonko. Les populations sénégalaises sont prêtes et partout où vous allez sur le terrain, ils n'attendent que nous. Et je pense qu'en une semaine, on pourra faire en tout cas le travail nécessaire pour que Ousmane Sonko puisse obtenir le maximum de parrainage. Depuis la décision du tribunal d'instance de Ziguinchor qui ordonne la réinscription d'Ousmane Sonko sur les listes électorales, son mandataire court toujours derrière la DGE pour récupérer les fiches de collecte de parrainage. Mais en vain.
Aujourd'hui, il espère qu'avec l'injonction de la Sénat, une solution va être trouvée au plus vite. Et comme vous venez de l'entendre, Ousmane Sonko et ses conseils s'accrochent donc à la Commission électorale nationale autonome. Ils viennent d'adresser une requête à l'institution pour obtention des fiches de parrainage. Ils demandent à la Sénat de se substituer à la Direction générale des élections. Le point avec Mamadou Fall. Ousmane Sonko et ses conseils ont adressé une requête au président de la Sénat pour délivrance de fiches de parrainage par substitution à la DGE. La DG a encore campé sur sa décision ce 2 novembre refusant de donner des fiches de parrainage au mandataire d'Ousmane Sonko. Pour les avocats, cela est une défiance innommable à l'autorité. La DG est une administration chargée d'exécuter les prescriptions des lois et règlements, décisions de justice et autres prescriptions des autorités habilitées. Elle doit se plier alors à l'invite de la Sénat. La DGE persiste dans la violation du droit fondamental du requérant à participer au suffrage en tant qu'électeur et d'aspirer à la gestion des affaires publiques comme candidat, selon les avocats. Les avocats de Sonko révèlent que leur client est bel et bien remis dans le fichier électoral par la DAF après la réception de l'ordonnance du juge. Face à cela, Ousmane Sonko invite la Sénat à exercer les prérogatives que lui confèrent les dispositions de l'article 3 de la loi portant création de l'institution, au terme desquelles, en cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections par une autorité administrative, la Sénat, après mise en demeure, peut prendre des décisions immédiatement exécutoires d'injonction, de rectification, de dessaisissement, de substitution d'action dans le cadre des opérations électorales, nonobstant son pouvoir de saisine et des juridictions compétentes. Et nous restons avec les avocats d'Ousmane Sonko qui ont décidé de traîner le directeur général de la DGE devant le juge correctionnel. Ils reprochent à Tanor Thiendella Fall d'avoir manqué à ses obligations professionnelles en tant que fonctionnaire. Dans leur plainte, les conseils du leader de l'ex-PASTEF visent les articles du code pénal, notamment les articles 106. Plus de détails, c'est avec Maître Abdoulaye Tall que nous écoutons. Nous, en tant qu'avocats du candidat Ousmane Sonko, nous avons décidé non seulement de quitter le terrain de l'administratif et du contentieux civil, mais également d'aller directement et immédiatement vers le terrain pénal. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un état de droit, que de simples fonctionnaires, qu'ils fussent au cadre ou aux fonctionnaires, ça n'importe peu que de simples fonctionnaires puissent se comporter de la sorte en violant manifestement la loi pour effectivement essayer de faire plaisir au prince. Ce qui est inacceptable dans un état de droit. Et nous allons, avec les moyens à notre disposition, conformément à la Constitution, aux lois et règlements en vigueur, nous allons mener le combat jusqu'au bout pour effectivement, au moins, faire respecter la dignité de notre République, mais également redorer la blason, parce que c'est inadmissible que Ousmane Sonko puisse subir autant de violations, autant de persécutions, tant au plan administratif qu'au plan politique. C'est le juge correctionnel pour statuer sur la responsabilité du sieur Tanor Thiendella Fall, en sa qualité de directeur général des élections, de ce que je qualifie de forfaiture. Parce que ce qu'il est en train de faire, mais une décision de la Sénat qui doit être immédiatement appliquée, une décision du tribunal de Ziguinchor qui doit être immédiatement appliquée, mais il ne peut pas se s'arc-bouter ou s'abriter derrière un prétexte fallacieux tendant à nous dire que non, Ousmane Sonko n'est pas sur le fichier électoral, donc il s'abstient toujours. Non, l'État a entendu faire un recours, donc c'est toujours en cours, alors que nous savons tous que ces recours ne sont pas suspensifs, qu'on se dise la vérité. Ça, c'est une atteinte à la liberté, ça, c'est une forfaiture, et une forfaiture est punie par la loi. Le leader du grand parti a été reçu par le khalife de la famille omarienne, Malick Gakou, en tournée chez les familles religieuses, prône une rupture adossée à une paix durable. Ces hôtes que sont les khalifes de la famille layène et omarienne ont formulé des messages de paix et de prospérité nationale. Mamadou Fall, Mardia. La paix au Sénégal, la continuité dans le travail et le développement, tels sont les souhaits des différents hommes religieux qui ont reçu le président du grand parti. Malick Gakou a rendu visite au porte-parole des Layènes et à la famille omarienne pour un Sénégal meilleur. Soyez des bâtisseurs, ce pays a toujours eu de grands hommes et vous en faites partie. Le Sénégal a besoin de tous ses fils. Un Sénégal qu'il croit pouvoir diriger dans la concorde,
avec la bénédiction de toute la Oumma islamique. Nous voulons travailler ce pays pour l'intérêt général. Notre ambition est de développer le Sénégal, bien vrai que nos prédécesseurs ont fait de leur mieux. Le Sénégal a besoin de paix, de stabilité, pour non seulement des élections apaisées, mais également un pays prospère. À Koungheul, des paysans étalent leur frustration après le passage du ministre de l'Agriculture dans le département. Selon ces acteurs, Samba Ndiobenka ne s'est pas adressé aux personnes capables de lui faire un diagnostic exhaustif et sans complaisance de la situation agricole de la région. Ces paysans demandent toutefois à l'État de procéder au financement de la campagne commerciale et cela avant les prochaines élections. Compte rendu signé d'Aobe Imam Gorwilan. Ces agriculteurs déplorent leur non-implication lors de la dernière tournée du ministre de l'Agriculture Samba Ndiobenka à Kaffrine, une situation qu'ils dénoncent avec fermeté. Mais il n'y avait que les opérateurs et les maires, même les paysans n'étaient pas là-bas. C'était organisé sous forme de cachette, ce qui n'est pas normal. Parce que le ministre, quand il doit arriver dans notre département, je pense que tous les gros producteurs devaient être là-bas. La quantité de semences est également jugée insuffisante. Depuis 20 ans ou bien avant même, toujours il y a le problème de semences qui est là. Donc c'est un grand problème et que véritablement l'État du Sénégal doit prendre toutes les dispositions pour résoudre ce problème-là. Puisque aujourd'hui, on te dit, tu es un grand producteur, ou bien tu es un paysan, on te donne des semences par tête et par kilogramme. 17 kg par tête, si tu as payé 3 personnes, tu vois. Donc finalement, tu n'auras pas des semences, tu vas acheter des semences dans les marchés hebdomadaires pour maintenant compléter les semences. Aujourd'hui, toutes les cultures que nous semons ici doivent avoir de l'engrais. Ils exigent l'ouverture du marché de l'arachide aux producteurs étrangers pour une meilleure commercialisation. Est-ce que l'État trouve un marché mondial pour que nous, après avoir récolté les arachides, qu'on puisse les vendre à des meilleurs prix et que l'État doit aussi libéraliser le marché. Laissés à eux-mêmes, ces paysans ont pour ce recours l'État. Ils souhaitent que des mesures immédiates soient prises par l'autorité afin de réussir leur campagne de commercialisation agricole. Je peux l'annoncer en titre, inauguration ce jeudi d'un nouvel état-major pour le compte du haut commandement de la gendarmerie nationale. La cérémonie s'est tenue en présence du chef suprême des armées, le chef de l'État Macky Sall, qui a vanté les mérites et la grandeur des forces de défense et de sécurité. Reportage à Butfaï. L'état-major du haut commandement de la gendarmerie nationale est sorti de terre. L'édifice est inauguré par le chef suprême des forces armées. Pour le président Macky Sall, la paix et la sécurité sont non négligeables. S'y ajoute le phénomène mondial des usages malveillants des réseaux sociaux, nouvelle forme de perturbation de l'ordre public et de déstabilisation nationale. Face à tous ces périls, la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité s'impose en permanence. Elle doit être vigoureuse pour garder la prédominance sur les défis et agile pour s'adapter à toutes les circonstances. Ce bâtiment est un espace qui rassure les générations futures. Des moyens logistiques sont mis à la disposition de l'armée sénégalaise pour faire face à la montée des périls. La gendarmerie territoriale dispose désormais de 9 légions, 6 sections de recherche, 25 compagnies et 195 brigades. Quant à la gendarmerie mobile, elle compte 60 escadrons de manœuvre pleinement opérationnels. Pour garantir la sécurité sur le territoire, la gendarmerie se fixe comme objectif d'atteindre 45 000 gendarmes à l'horizon 2035. La paix et la sécurité sont les conditions sine qua non de la quiétude des citoyens
et de la stabilité nationale. Bâtir une gendarmerie efficace, intensifier les contrôles dans les frontières, entre autres objectifs à atteindre. Ce bâtiment flambant neuf fait la fierté de la gendarmerie, un cadre propice qui donne un nouveau souffle à ce corps de l'armée. 9e salon des banques et petites et moyennes entreprises de l'UEMOA a vécu, un salon qui a vu la participation des PME, mais aussi des banques de la zone. Le financement des petites et moyennes entreprises a été au cœur des débats, financement parfois difficile pour ces petites entreprises qui peinent à s'en sortir. Nous écoutons Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce, sur la situation des PME et s'exprime au micro de Fatou Bintou Conté. Nous sommes à environ à 500 milliards pour 7 000 milliards octroyés de crédits octroyés au niveau national. Dans le monde, il y a aussi des références. Singapour, c'est 709 PME pour 10 000 habitants. Au Maroc, c'est 500 PME pour 10 000 habitants. Au Sénégal, nous sommes à 9 PME pour 10 000 habitants. Donc des deux côtés, il y a beaucoup d'efforts à faire. D'abord, un effort chez les entreprises, davantage de création, davantage de formalisation, davantage d'expertise, de mise à niveau. Mais chez les banques aussi, il faut davantage s'adapter aux réalités de notre économie. Allez, nous parlons littérature à présent avec notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse à l'ouvrage de Samba Diop intitulé L'épopée d'El Hadj Omar, récits oraux de Gambie. Dans ce livre, Samba Diop présente les récits gambiens constituant une source orale de l'épopée d'El Hadj Omar Tall en mandingue wolof avec la traduction en français. L'auteur rappelle ainsi les grandes étapes de la vie de cet érudit et présente les différents récitants, les griots et musiciens qui ont contribué à son travail. Des notes de lecture signées Boudjouf. Les textes qui célèbrent les héros de l'islamisation, comme El Hadj Omar, constituent de véritables creusets de conservation de la culture nationale. L'auteur Samba Diop, à travers son ouvrage, propose au lecteur des récits oraux, chante aussi l'un des plus grands héros nationaux du Sénégal, El Hadj Omar Tall. Il y a plusieurs versions de la même épopée. J'ai eu la chance d'avoir collecté une version en 98 à Rosso, Sénégal, au bord du fleuve, auprès d'un bijoutier qui s'appelait Birahim Thiam. Bon, je l'avais transcrit, traduit, etc. Bon, là, El Hadj Omar est passé en Gambie, mais c'est très peu connu. Bon, je veux dire, c'est très peu documenté. C'est bien connu parce que chaque année, il y a un pèlerinage, les gens viennent de partout, de toutes les régions du Sénégal, de la sous-région, etc. Et ils viennent là-bas, vous me voyez, mais il n'y avait pas vraiment quelque chose de consistant, quelque chose d'écrit là-dessus. L'épopée d'El Hadj Omar est une tradition bien vivante, toujours chantée, salmodiée ou récitée. Elle est traversée de part et d'autre par l'oralité, la mythologie et l'histoire. Si vous comparez cette version, disons, à la version de Samba Dieng ou la version d'Henri Gaden, si vous voulez, l'épine dorsale de l'épopée reste la même. C'est-à-dire que l'histoire, bon, El Hadj Omar est né à Alwar, il a accompli des miracles, il jeûnait pendant, quand il était bébé, il jeûnait pendant le Ramadan, il était allé à la Mecque, il était allé à l'université Al-Azhar. Vous retrouvez toutes la même chose. Donc, ouais. Mais il y a des variations maintenant. Si je travaille sur l'épopée, je suis forcé à m'intéresser aux traditions orales. Dans cette grande épopée, l'action se passe principalement en Gambie. D'ailleurs, l'épisode gambien de l'épopée d'El Hadj Omar est très peu connu, d'où l'intérêt supplémentaire de ces livres. En 2000, j'avais ouvert l'université de Gambie. Bon, je suis parti là-bas pendant 1 an. C'est durant mon séjour que j'ai appris que El Hadj Omar est passé par là-bas. Donc je suis allé à Goudji, j'ai commencé à me documenter, à faire des enquêtes de terrain. Ces textes-là ont été récités par de grands griots mandingues, comme Bamba Sousso, Kougné Sakho, qui sont malheureusement tous disparus, El Hadj Mansour Ndiaye, voilà. Donc je suis retourné aux archives, donc j'ai pris les enregistrements, et ça s'appelait History Makers, Radio Gambie, dans les années 70. L'action d'El Hadj Omar, érudit, musulman et redoutable conquérant, a profondément modifié l'ère du djihad. Cela lui vaut d'être au centre d'une vaste littérature et en particulier d'une épopée toujours vivante, aux multiples versions où l'oralité interfère sans cesse avec l'écriture, dont l'épopée d'El Hadj Omar, une production de l'enseignant-chercheur Samba Diop. Allez, sport à présent, plus que 48 heures avant le face-à-face très attendu entre Modulo et Ama Baldé. La vente de billets d'entrée à l'arène nationale démarrera dimanche matin, jour de combat. L'annonce émane du promoteur Luc Nicolai qui ajoute que l'ouverture de l'arène nationale se fera dès 8 heures du matin. Nous le suivons. géew
L'enceinte va être visible de partout. Tout le monde verra bien le lutteur et sa chorégraphie. Les télévisions vont commencer les retransmissions qu'à partir de 18h30. La vente des billets débutera dimanche matin à partir de 8h. Des billets accompagnés de bracelets. Et la porte de l'arène nationale sera ouverte à cette heure pour tout détenteur du billet. Une première dans la lutte sénégalaise, l'ouverture de l'arène nationale dès 8h. seront ouvertes à 8h. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Restez avec nous. Je reçois tout de suite, dans la deuxième partie du Soir d'Info, le membre fondateur des Daredi Family, Fada Freddy. A tout de suite.